Avant, il leur demande des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour ce débat interdit. Jusqu'où iriez-vous pour l'Ukraine? Effectivement, tout le monde est solidaire de l'Ukraine. Tout le monde dit attention, l'Ukraine, il faut effectivement faire face à l'envahisseur russe. Mais concrètement, est-ce que le monde agricole est prêt à s'engager? Et s'engager, ça veut dire aller jusqu'où? C'est le thème du débat que l'on aura ici. Stéphanie, bonjour. Jean-Paul. Alors, vous êtes directrice de la communication de Yara International, on va dire ça comme ça. Stéphane Fautra, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Loiret. C'est cela. À ma gauche, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour. Journaliste pour l'opinion, très heureux d'être avec vous ici. Et puis aussi à mes côtés, Hervé Pomereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Eure-et-Loire. C'est bien ça. On y va très directement. C'est vrai que le monde agricole a manifesté avec la FNSEA qui a dit attention, il faut être solidaire. Hier, vous l'avez entendu, tout ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Est-ce que concrètement, il ne faut pas s'engager? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être arrêter d'acheter des semences venant de Russie? Voilà, c'est une idée par exemple. Ça veut dire que ça va nous perturber notre vie, mais ça veut dire qu'on va quand même se mobiliser peut-être face à l'envahisseur de l'Ukraine, à savoir la Russie. Et d'autant plus que ce n'est pas impossible parce que d'autres secteurs l'ont fait. Regardez justement, on va écouter Adrien Hardy, qui est journaliste donc pour TV Agri et aussi pour MRG Média, qui va faire le point un peu sur tous les événements qui ont été annulés, déportés ou reportés. Donc, comme vous l'avez dit, Jean-Paul, beaucoup d'événements se retrouvent perturbés à cause de la crise en Ukraine. L'Eurovision, par exemple, les Russes sont définitivement exclus du concours. Les plus concernés par ces brusques changements restent les sportifs. Énormément de compétitions sont reportées, annulées ou même délocalisées. Le championnat de football ukrainien est lui aussi mis en pause. Et de nombreux joueurs étrangers demandent l'exil à leur pays d'origine. Je pense notamment aux Brésiliens qui ont fait beaucoup parler d'eux récemment avec leur appel à l'aide. Pour les amateurs d'échecs, sinon, les Olympiades n'auront finalement pas lieu à Moscou, la capitale russe. C'est la compétition par sélection nationale la plus prestigieuse. Cette délocalisation déçoit beaucoup les amateurs d'échecs, alors que la Russie est un pays historiquement important dans le domaine. Environ 190 pays auraient dû venir dans la capitale russe, participer à la 44e édition des Olympiades, prévue du 26 juillet au 8 août. Autre événement déplacé, la finale de la Ligue des champions de football. Elle se jouera finalement au Stade de France, comme vous le savez sûrement. Côté ski aussi, la Fédération internationale de ski annule toutes ses compétitions en Russie d'ici la fin de la saison. Les athlètes russes se prennent eux aussi les contre-coups des décisions de leur chef d'État Vladimir Poutine. Victorieux au tournoi de tennis de Dubaï, Andrei Rublev estime qu'avoir gagné n'est pas important au vu de la situation. Il plaide aussi évidemment pour la paix. Le pilote de Formule 1 Nikita Mazepin voit quant à lui sa carrière troublée. Le partenariat entre son écurie américaine Haas et le sponsor russe Uralkali a été remis en question. Lui-même ne sait pas s'il pourra continuer à faire des courses. En France, enfin, l'événementiel est également touché. La direction du théâtre Tourski, dans le 3e arrondissement de Marseille, a décidé d'annuler son festival russe. Les troupes de saltimbanque et les danseurs russes ne pourront donc pas venir. Le festival aurait dû avoir lieu du 4 au 27 mars prochain et 150 000 personnes étaient attendues. Alors, on le voit, merci beaucoup Adrien. Donc on le voit, les sportifs ont décidé d'agir, les artistes aussi. Emmanuel Ducrot, moi j'ai rien entendu, je ne sais pas vous, mais dans le monde agricole, je n'ai pas entendu quelqu'un qui a pris parti officiellement. Alors peut-être que ça vient du fait que nos échanges agricoles avec la Russie ne sont pas colossaux. Ça va plutôt dans notre sens à nous, c'est-à-dire nous qui exportons des produits alimentaires vers la Russie, hormis effectivement les semences ou certains produits chimiques, c'est-à-dire des produits de base, par exemple pour les intrants, etc. C'est peut-être le secteur le plus concerné par le monde agricole. Pour le reste, la balance commerciale, elle est plutôt, en termes agricoles au sens large du terme, plutôt à notre bénéfice. Donc la question, c'est plutôt est-ce qu'on coupe le robinet de la Russie ? Mais effectivement, la question se pose sur est-ce qu'on arrête d'importer par exemple des molécules chimiques, des produits pour les engrais azotés, si ma mémoire est bonne, c'est vous qui savez beaucoup mieux que moi. Voilà, c'est plutôt là que se pose la question. Moi, je n'ai pas de réponse. Nos importations de Russie, c'est quand même surtout de l'industrie assez lourde, des choses dont on peut probablement se passer un petit peu, parce que ça ne va pas impacter tout de suite notre quotidien. Après, il y a la question effectivement des réfugiés. Moi, je trouve vraiment intéressante l'idée qu'a lancée Christiane Lambert d'accueillir des réfugiés ukrainiens. L'Ukraine, c'est un grand pays agricole. Quand on voyage en Ukraine, on voit des champs magnifiques à perte de vue, etc. Il y a
probablement une proximité d'esprit dans la manière de concevoir la terre agricole, et peut-être que ça, c'est des choses qui peuvent se rencontrer. Et ça, voilà. Après, je crois qu'on est aussi en train de se dire qu'on fait des cartographies là des impacts de la crise de l'invasion de la Russie en Ukraine. Le monde agricole, partout où je passe dans le salon, est en train de compter un peu les avoirs ici, les influences là, les effets dominos ici. Donc en fait, on est juste au début de l'évaluation de la carte des risques de ce conflit de cette agression de la Russie sur l'Ukraine. Alors, on verra le cas de les importations, mais déjà, sur les exportations, Emmanuel, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. On pourrait peut-être refuser de vendre à la Russie un certain nombre de choses. C'est vrai pour l'électronique. Il y a des mesures gouvernementales qui disent attention, on ne va pas vendre à la Russie certains éléments stratégiques. Peut-être que l'alimentaire, c'est aussi stratégique. C'est peut-être stratégique. On vend beaucoup aussi à la Russie des produits pharmaceutiques, des produits d'hygiène, de la cosmétique, des produits de luxe. Tout ça, ça fait à peu près 30% de nos exportations vers la Russie. Ça, c'est peut-être un robinet qu'on peut couper si les industries concernées ont l'idée de le faire. Après, peut-être qu'elles n'auront tout simplement pas le choix, parce que si on gèle le système SWIFT d'échange interbancaire, il se peut que la question ne soit pas en termes de choix, mais en termes de simplement de faits. De contraintes, effectivement, puisque si on ne peut pas être payé, il y a des chances qu'on n'exportera pas. Tiffany, quelle est votre vision, vous, chez Yara, Nous, chez Yara, fabricant d'engrais? Voilà, alors déjà, j'aurais toujours une pensée pour le peuple ukrainien et pour mes collègues. On a 11 collègues qui sont basés à Kiev et aux alentours. Et il se trouve qu'un des rares bâtiments d'habitation et de bureaux qui a été victime d'un missile est le bâtiment dans lequel se trouvaient nos bureaux. Exactement. Eux, ils étaient en sécurité, donc on a vraiment une grande pensée pour eux, pour ces moments difficiles. Ils étaient en sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mort? Ils n'ont pas... Non. Ils sont tous sains et saufs et on a des contacts, une très bonne nouvelle, et on a des contacts avec eux tous les jours. Après, et quel est l'état d'esprit? Prenons un peu le temps. Quand vous échangez avec eux, comment ça se passe? Alors quand on échange avec eux, je dirais que la première chose, c'est qu'ils sont fiers. Ils sont fiers, ils sont courageux, et ils sont aussi reconnaissants du fait que nous, on fait notre maximum, tout ce qui est en notre pouvoir, au nom de Yara, pour les aider, par exemple faisant en sorte qu'ils sachent quels sont les biens qu'ils avaient besoin d'avoir en avance, parce qu'on a vu la crise arriver. Donc on a espéré le meilleur et on s'est préparé pour le pire, et on les a préparés pour le pire. Et puis c'est aussi de faire en sorte qu'ils aient des salaires d'avance. Au cas où le système bancaire serait bloqué, et des choses aussi pratiques que ça, parce qu'on doit pouvoir les aider dans ces situations difficiles. Ça veut dire que vous avez eu le temps d'anticiper? On a anticipé autant que possible. On a aussi essayé d'anticiper pour qu'il y ait aussi des engrais qui soient à disponibilité en Ukraine pour pouvoir répondre et que la campagne se fasse sans trop de soucis, parce qu'on sait bien que c'est un des greniers de l'Europe et qu'on ne peut pas rester les yeux fermés ou les bras croisés en attendant que la situation s'améliore. Les différents ports qui permettent de commercer avec l'Ukraine sont aujourd'hui à l'état d'arrêt, forcément. Donc on essaye au maximum d'avancer dans ce sens-là. Ouais. Et quelle est la position d'un groupe comme vous par rapport à ce qui a été évoqué sur les choix de commercialisation? Sur les choix de commercialisation, je pense qu'il faut voir un petit peu les choses de deux façons. Il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié au gaz, qui est la matière première quand on produit des engrais aujourd'hui en Europe, surtout des engrais à base d'ammoniac. Et donc à base d'azote. Et en fait, le gaz, c'est jusqu'à 80%, voire plus de notre coût de production. Donc forcément, déjà, la volatilité qu'on voit aujourd'hui nous amène à réfléchir encore plus à comment être moins dépendant du gaz. Et je pense que pour nous, en tant que groupe international, avec aussi une des vraies racines en France, notre choix, c'est justement d'être plus indépendant de ces choix et de ces situations stratégiques difficiles, en décarbonant nos activités, en remplaçant l'utilisation du gaz par des énergies renouvelables. Et donc, on est vraiment dans un agenda d'apporter des solutions et d'avancer ensemble avec toute la profession agricole pour décarboner nos activités et donc être moins dépendant du gaz. C'est le premier point. Le deuxième point concerne le sourcing que, en quelque sorte, Emmanuel a indirectement abordé avec la question des différentes matières premières qui permettent de fournir des engrais, des nutriments, notamment le phosphate. Et donc là, la Russie est un fournisseur principal de phosphate, mais ce n'est pas le seul avec lequel on travaille. Si les produits phosphatés sont victimes de sanctions, la réponse est claire. Nous respectons les sanctions, quelle que soit la situation de sourcing à laquelle on doit faire face. D'accord, c'est la position officielle qui va dicter votre comportement. Exactement. Très concrètement. Si quelqu'un veut réagir, il ne faut pas hésiter. Non ?
Moi, je peux peut-être ajouter Oui, un Emmanuel. petit chiffre qui nous permettra de matérialiser un petit peu comment ça se passe, le commerce avec la Russie. La Russie, sur nos questions agricoles, c'est 3% de nos exportations. C'est le 15e marché de la France. Autant dire que ce n'est pas un marché capital et qu'une partie de l'agriculture française est déjà sous le coup des sanctions. Je rappelle que, par exemple, les pommes, on ne les vend plus en Russie directement depuis l'embargo russe sur l'affaire de la Crimée et des navires militaires. Donc en fait, il y a déjà eu des liens commerciaux agricoles qui ont été coupés avec la Russie par le passé et qui ne sont pas revenus. C'est pas revu. Alors, Ce qu'on pourrait quand même Stéphane. atteindre, moi j'entends des grands groupes Faut parler bien intervenir et j'ai très bien entendu ce qu'a dit Tiffany. Ce qu'on peut attendre quand même dans ce contexte, c'est que les grands faiseurs, les grands groupes n'aient pas une réponse tiède à la crise. J'ai entendu le phosphate, tout ça, mais c'est peut-être un peu court encore pour l'instant. C'est que c'est une réponse un peu globale. C'est une réponse un peu globale, un peu courte, parce qu'on doit voir encore les détails des sanctions, de la façon dont la situation va évoluer. Sauf qu'il y a des gens qui meurent toutes les secondes. Je sais bien, mais on n'a pas encore toute la réalité de la situation sur nos produits et nos matières premières pour pouvoir avoir une réponse complète. Donc, vaut mieux dire les choses de manière tiède, mais qui sont justes, que précises et être fausses. Mais elles sont tièdes. Merde. mais on va demander aux agriculteurs ce qu'ils veulent faire, eux, c'est intéressant. Mais juste avant, on a demandé dans les allées, aux Parisiens qui sont présents, aux agriculteurs qui sont présents dans les allées, jusqu'où ils iraient justement en faveur de l'Ukraine. On les écoute. Eh bien, c'est une bonne question. C'est pas facile à répondre. C'est encore une problématique toute neuve. Mais je pense qu'il faudrait remuer les réseaux sociaux, engager les jeunes de plus en plus pour donner la possibilité d'aider l'Ukraine en se rassemblant. À ma hauteur, si je peux aider, que ce soit sur la communication, par exemple sur les réseaux sociaux, repartager, aider, oui peut-être les associations effectivement, des dons de vêtements, je ne sais pas du tout. Verser à des associations des aides ou accueillir des réfugiés ou tout ce qu'on peut essayer de faire à notre hauteur pour les aider, quoi. Une contribution, ça serait bienvenu, que ça soit une bonne volonté ou toutes les solutions sont bonnes pour trouver une solution. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de fermer les frontières et puis libérer un peu peut-être les armées, etc. pour défendre un peu les Ukrainiens qui sont en difficulté totale aujourd'hui. Voilà. Il faut prendre des solutions qui sont pacifiques. Parce que rentrer dans le conflit, c'est pas bon du tout. Surtout pas avec un pays comme celui-ci. Même si en France, on a ce qu'il faut, mais on va pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Mais même les États-Unis, il faut pas qu'ils s'en mêlent. Eh bien, c'est une bonne question. C'est pas facile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas évident de s'engager. On peut être solidaire et après, il faut y aller. Alors, justement, Stéphane, tu vas faire quoi, toi ? Écoute, avant que tu m'interpelles tout à l'heure sur ce sujet, je ne m'étais pas posé la question, en tant qu'agriculteur, entrepreneur, à cet instant, qu'est-ce que je peux faire à très court terme ? Je ne m'étais pas du tout posé la question. Et depuis un quart d'heure où je réfléchis à cette affaire, je pense à deux choses. La première chose, c'est demander à tous mes fournisseurs, dès demain, sur les commandes que l'on a en engrais, en semences, en huile, que sais-je, sur l'ensemble des commandes, quelle est l'origine ? Si l'origine, elle est russe, j'annule la commande. C'est clair. J'annule la commande parce que je crois que... En fait, moi, j'ai découvert là l'histoire du SWIFT. Là. En fait, la guerre a commencé, on subit. Moi, je subis. Et je subis doublement parce que j'ai un fils qui est grand reporter et qui est entre la Pologne et l'Ukraine en ce moment. Voilà. Donc, et le SWIFT, je me suis dit, mais ça, c'est un truc génial parce que sans échange interbancaire, tout russe, entrepreneur, habitant et tout, il ne va pas faire 3 jours. Hein. Et donc, j'attends de voir un petit peu ce que ça va se passer. Donc, dans ce sens, dire à l'ensemble de mes fournisseurs d'où viennent les produits. Je veux pas pour t'écouter, sinon, j'en veux pas. Voilà. Et que j'espère qu'on a beaucoup de collègues, mais que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, ou chacun peut avoir une réaction citoyenne et militante. J'ai déjà eu des réactions militantes avec une grande société semencière par le passé, dans les betteraves, parce que son message était sexiste.
et je l'ai banni de mon exploitation pendant 10 ou 15 ans. Je vous laisse revenir. On n'en parlera pas. Ça, c'est dans ce sens-là. C'est Et un dans cas l'autre sens. particulier, je crois. Hein. Comment? C'est un cas particulier. Oui, mais je n'ai jamais lâché. Ouais, mais c'est bien, non, non, Et mais j'ai c'est jamais bien. lâché. On est venu m'expliquer mes graines de betterave. Vous voyez le rendement, les managers, je m'en fous. L'image, variété par variété, et le message que vous envoyez, il ne me convient pas. Et vous êtes blacklisté de mon exploitation. Tout ça pendant 4 ans. Et dans l'autre sens, on pourrait demander nos clients en céréales, par exemple, ces grands faiseurs, des grandes coopératives, un grand groupe privé, machin. On pourrait très bien, moi je me verrais très bien leur dire, dans mes livraisons de céréales, à partir de demain, les farines qui sont issues de ces céréales, eh bien, il faut qu'il y ait 1% ou 2% du volume que vous organisiez dès maintenant à direction de l'Ukraine. Parce que même s'ils ont du blé, j'imagine que les meuneries, enfin j'en sais rien, je ne suis pas dans les trucs, mais j'imagine que les meuneries, toutes les industries agroalimentaires et tout, elles sont à l'arrêt, où il y a des coupures d'électricité, où il y a des coupures d'énergie, enfin j'en sais rien, j'y suis pas. Parce que le problème, c'est qu'il faut que ces 44 millions d'habitants qui habitent en Ukraine, il faut qu'ils puissent manger, déjà dans un premier temps. Et ça, c'est une contribution que j'aimerais faire avec mon exploitation. Surtout qu'on va bénéficier, en plus, on va quand même bénéficier, les céréaliers, d'une hausse artificielle de prix. Les intrants aussi, hein, mais sur les ventes, une hausse. Voilà, donc on peut peut-être. Il faut qu'on en redonne un bout. Tu vas aller voir ta COP et tu vas leur dire 2% doit partir. 2% de la farine doit partir en Ukraine. Dans une semaine. Dans une semaine, à court terme. Et Tiffany, oui, et j'ai après une réponse Emmanuel. concrète pour toi, Stéphane, parce que tu disais si je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'éléments qui lient mon intrant à la Russie, je vais dire non. Je peux te dire que les produits Yara sont origine garantie France. Sur nos 3 sites produits ici en Europe. Je suis rassuré, Tiffany. Voilà. Bon, et c'est pas fait Ça n'est pas une réponse tiède. Emmanuel. Moi, je te remercie d'avoir fait. Je me dis que là, on commence à évoquer la façon dont on peut aider l'Ukraine. On a beaucoup parlé de la façon dont on peut sanctionner la Russie. Moi, je crois qu'il faut qu'on pense à l'Ukraine d'après. C'est-à-dire que là, par exemple, on a les semis de tournesol qui vont arriver au mois d'avril en Ukraine. On sait que si ces semis ne sont pas faits, c'est une saison entière qui est perdue. Et on sait que la question va se poser pour beaucoup d'autres cultures. Donc peut-être que le rôle des agriculteurs français et peut-être plus largement européens, ça va être d'aider l'Ukraine dès que ça sera possible à reprendre une activité agricole normale en l'aidant à avoir accès aux engrais qu'elle non plus n'aura plus depuis la Russie, aux semences. Alors on sait qu'il y a des grands faiseurs de la semence, français notamment, qui produisent de la semence en Ukraine. Donc eux, ils sont en train de se demander qu'est-ce que je fais de mon activité. Peut-être qu'il va falloir que le plus vite possible, quand ce sera possible, sans mettre leur personnel en danger, ils puissent aller aider les équipes ukrainiennes à remettre en place les productions. Et on sait que chaque semaine perdue en agriculture est une semaine qui est vraiment perdue. Donc il va y avoir toutes ces questions-là. Comment est-ce que l'Ukraine va pouvoir aussi avoir accès à tous les intrants par ailleurs et aussi peut-être à la main-d'œuvre, parce qu'il y a une partie de la main-d'œuvre ukrainienne qui va être au front. Tous les jeunes gens, les jeunes bras agricoles, ils vont être en train de défendre leur pays. Donc comment est-ce qu'on va faire pour aider l'Ukraine quand elle sera dans la phase suivante, c'est-à-dire reconstruction de son économie agricole? Comment est-ce qu'on va l'aider en termes de technologie peut-être, en termes d'agronomie, en termes d'enseignement, à se remettre en selle après cette espèce d'énorme rupture? Alors c'est super ton idée, parce qu'on a une association qui s'appelle les Agriculteurs du Cœur et je vais la proposer dès lundi, si tu es d'accord. Avec joie. Bon, bah, très bien. Et Hervé, en fait, tu vas faire quoi? Moi, je m'interroge beaucoup. Parce que les choses ne sont pas encore très claires. Nous, ça nous est tombé dessus comme ça. On savait très bien qu'il y avait des choses qui se préparaient en Ukraine, mais on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut, là, ce que vient de dire Emma sur le fait de restructurer pour aider, pour remettre en place... Si c'est chez les Russes demain, moi, je ne suis pas partant. Il faudra voir au jour le jour. Parce que si l'Ukraine est russe demain et que structurellement, éthiquement, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'a fait Poutine, eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je veux... C'était avec la réserve que... On est bien d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir travailler au jour le jour et regarder un petit peu au quotidien ce qu'on peut faire. Alors une des choses qui est très importante, c'est, et qui tombe à pic en fait, c'est aller vers beaucoup plus d'autonomie dans nos ressources, en particulier en termes de fertilisation. Et moi, je regardais sur mon exploitation, je suis très content d'avoir fait ce choix en amont il y a bien longtemps, de choisir une fumure organique pour la fumure phosphopotassique. Alors, pour ce qui est de l'azote, il y a une partie qui est organique et encore une grande partie qui est chimique. Mais là, on compte un peu sur Yara pour nous y aider. Je dis ça entre parenthèses et un petit peu en rigolant, c'est un clin d'œil. Mais cette volonté d'autonomie est importante. Et puis au niveau, par exemple,
de la production de technologies, de biotechnologie, par exemple les semences. On fournit des technologies, on multiplie de la semence en Ukraine pour l'Ukraine. Moi, je suis multiplicateur de semences. J'ai des marchés qui m'ont échappé parce que les Ukrainiens, enfin l'Europe de l'Est au sens large, sont un grand marché agricole. Donc, du coup, ils veulent avoir le marché de la multiplication. Et bien, en l'occurrence, là, il faudra probablement assécher leurs ressources génétiques dès lors qu'ils seront passés sous réserve bien entendu, qui deviennent sous contrôle russe. Je ne sais pas sous quelle forme, mais sous dépendance russe, assécher leurs ressources génétiques, assécher leurs ressources technologiques, aussi bien en machinisme qu'en fertilisant, qu'en agrochimie, enfin tout ce qui peut contribuer au niveau agricole, et puis autres, etc. Et c'est en cela qu'on pourra peut-être être efficace, et puis profiter de ce champ ouvert pour peut-être penser à reprendre des marchés agricoles aux dépens de la Russie. Et ça, c'est peut-être important aussi d'un point de vue géopolitique. Stéphane. À plus long terme, mais ça ne demande pas tant d'années que ça. Sur la question du gaz, la Russie nous fournit 20% à peu près des consommations de gaz françaises. Selon le plan d'installation de la méthanisation dans notre pays, on doit être environ à 400-450 méthaniseurs dans les 90% dans les exploitations agricoles. Eh bien, si on veut faire les 20% de gaz qu'on importe de Russie, il faut continuer le plan de méthanisation de nos exploitations. Et en 2030, donc en fait, c'est pas si loin, hein, et en 2030, on a les 18%, 20% de gaz que l'on achète à la Russie. Donc il y a le court terme, le très court terme dont on vient de parler, il y a le moyen terme sur l'histoire du gaz. Et quand tu parlais de la formation, on peut inventer des trucs de dingue. Nos lycées agricoles et collèges, ils vont fermer au 15 juin. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on peut peut-être mener une action incroyable qu'en juillet et août, on accueille les Ukrainiens ou les jeunes Ukrainiens dont la formation a été arrêtée et qu'ils viennent poursuivre une formation agricole et de terrain dans nos lycées agricoles pendant tout l'été. Oui, c'est une idée. Il suffit comme juste ça, de le vouloir. Il suffit juste de le vouloir. Je te la soumets, tu vas la relayer. Tu as parlé de stock. Et c'est en marge, mais c'est important. On fait une émission, je ne sais plus, samedi ici. On invite Stéphane Linou, qui est le premier locavore, et qui surtout a publié un rapport, et on l'avait reçu en 2020 avant le Covid, en disant « Attention, moi j'ai fait une étude, j'ai été voir où sont les stocks alimentaires. C'est-à-dire si malheureusement ça se passe mal et que demain, ben, c'est nous qui sommes bloqués sur le plan alimentation, il n'y a pas de stock en France alimentaire. On a oublié cette mission de base ce que faisaient les maires avant, qui devaient justement dans leur commune s'assurer qu'on puisse lutter contre le brigandage, mais aussi qu'il y ait des réserves alimentaires pour pouvoir survivre dans une période difficile. Et il explique très bien dans son rapport qu'il a été voir le ministère de l'Agriculture qui lui a dit allez voir la Défense, et la Défense lui a dit allez voir le ministère de l'Agriculture. Et il n'y a pas de stock. Alors là, Jean-Paul, vous parlez quand même de l'hypothèse où la France serait dans une situation qui serait encore qui serait bien plus dramatique que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle serait vraiment en guerre et touchée sur son territoire. Ça, c'est peut-être encore un peu tôt pour évoquer ce qui serait quand même un drame vraiment incroyable. Mais quand vous parlez de stock, il y a des stocks dont on devrait se préoccuper tout de suite. Ce sont les stocks des pays du bassin méditerranéen. Par exemple, quand on sait que des pays qui sont sous dépendance du blé russe, l'Égypte, le Liban par exemple, la Tunisie, sont des pays qui ont entre 3 semaines et 1 mois et demi de stock de blé. Ces pays-là, ils vont très vite se retrouver dans une situation tendue puisque les bateaux ne partent plus. Et si jamais la Turquie décide de fermer les passages de la mer Noire, les bateaux ne passeront plus du tout. Comment est-ce qu'on va faire, nous, pour assurer la stabilité de ces pays? Alors ça, c'est pas aider l'Ukraine directement, c'est aider les pays qui sont les victimes collatérales de l'invasion russe de l'Ukraine, des pays qui vont se retrouver très très vite dans une urgence vitale de se nourrir sans leurs ressources habituelles. D'autant plus qu'on est dans une situation de stocks mondiaux qui sont très faibles, on le sait, c'est pour ça que les prix sont élevés. Hein. Il y a une époque, on parlait beaucoup des stocks de poudre de lait de l'Europe. Ouais. Je me rappelle cette histoire qui faisait un truc et on disait mais c'est impossible, il ne faut pas avoir de stock, c'est pas possible, machin. Et aujourd'hui on se dit on n'a pas de stock. Et la PAC n'a pas du tout intégré dans sa nouvelle version une notion de sécurité alimentaire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est même, pour la PAC et pour le Green Deal européen tel qu'il se profile à 2030, dans une stratégie de décroissance de l'offre agricole et de l'offre alimentaire, ce qui revient en passant à confier les clés du camion à la Russie. Ça va changer ça.
Ah ben je pense que Là, ça va changer. Là, je crois qu'on est quand même arrivé au pied d'un mur qui nous a bien écrasé Ça va changer. le nez. Bon, je ne suis pas certaine qu'on puisse poursuivre dans cette voie-là. En tout cas, il va falloir remettre l'équation sur la table. Ah oui. Ça change pas. Là, on n'est pas dans aider dans l'Ukraine. On est dans aidons-nous nous-mêmes. Voilà. Bon, oui, Tiffany, pour Oui. finir, parce qu'on est arrivé au terme Alors, de l'émission. Pour finir, pour rebondir sur ce que disait Emma, en fait, quand on regarde la stratégie Farm to Fork et tous les aspects de transformation de système agroalimentaire, on voit bien qu'il y a une chose qui ressort, c'est que, on doit s'intéresser aux impacts. Ça peut être ça une leçon. Qu'est-ce qu'on fait concrètement suite à la situation en Ukraine? On s'intéresse à l'impact des choix qu'on fait. Et aussi, on se rend compte que l'agriculture et tout l'écosystème autour est un secteur stratégique. Voilà. Et peut-être en tant que consommateur, réfléchissons à 2 fois avant d'aller au supermarché. Merci. Oui, Stéphane, Je un dernier partage mot. à 100% ce que vient de dire Tiffany. Il faut que le lien agriculteur-consommateur, et on le retisse. J'ai vu toute la journée. Franchement, je suis impressionné par les évolutions qui sont en train de se passer. Et ça fait bien entendu 3 ans que je n'étais pas venu. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est top. Tiffany, Stéphane, Hervé, qui a un dernier mot, mais alors vraiment pour la route. Là. Vraiment pour la route. Moi, je trouve que ces situations de crise sont des vrais révélateurs et remettent un petit peu les pendules à l'heure. Oui, on l'a vu, le Covid. Voilà, on a eu le Covid, on a cette crise géopolitique et ça va permettre de retrouver de la raison sur les grands choix, les grandes orientations. On a parlé de stocks, c'est très important. Dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des stocks en Égypte, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, ça va être vraiment le moment d'être efficace, essentiel et de revenir à la dure réalité. Tiffany, Stéphane, Hervé, Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis surtout, on pense à l'Ukraine et on est avec vous. Largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. Votre avis, Derrière, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare